Je sais pas où il est. Bravo le groupe. Alors j'ai le plaisir d'animer cette intervention. Alors Olivier, on le présente plus, hein, c'est le fondateur de Price Minister, il est aujourd'hui président de Price Minister, et on le reçoit surtout au titre de France Digital et de l'action extrêmement forte qu'il a faite avant et pendant les présidentielles pour faire en sorte d'influencer ou de voir ce que le candidat avait dans le cœur et pour le numérique. Je demande à Olivier de venir. Vous pouvez l'applaudir. Merci. On fait un check. Merci à toi. Merci pour ton accueil. Je te laisse présenter. Donc tu me laisses tout seul là, c'est ça? Bon, je peux poser quelques questions, mais, mais l'idée au départ, c'est que tu nous dises un peu d'où c'est venu cette genèse. La genèse du manifeste des startups. Pourquoi vous avez fait ça, sachant qu'il y avait déjà l'initiative French Tech, hein, on a vu David tout à l'heure. Oui. Vous avez fait les pigeons avant, donc je pense qu'il y a pas mal de suite dans les idées là. Et on a le temps d'interagir un peu ou d'avoir des questions aussi. On se donne combien de temps en tout? 20 minutes en tout. Ok, parce que ce qui est intéressant, merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, je pense, interagir sur ces questions-là, parce qu'on est beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, des investisseurs aussi. Ce que fait France Digital, en deux mots, et peut-être Jean-David l'a déjà présenté un peu ce matin, c'est une association qui représente les startups et les investisseurs, ce qui est relativement unique au monde, parce qu'il y a beaucoup d'associations de par le monde qui représentent les startups ou les investisseurs, comme par exemple la FIC en France, a vraiment un ADN plutôt financier. Et là, il y a une idée des fonds de capital risque de dire en 2012, on va créer une association, mais il faudrait aussi qu'il y ait les entrepreneurs. Et donc, on fonctionne avec le mot d'écosystème. Alors, le mot d'écosystème, on l'entend beaucoup, il finit par être galvaudé. Mais c'est vrai que le manifeste qui a été rédigé par France Digital est issu de cette idée que finalement, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Il y a la concurrence. On est dans une frenemy économie, vous savez, cette économie où on est tous à la fois des amis et des ennemis, mais à un moment donné, dans certains cas, les entrepreneurs sont évidemment concurrents entre eux, les investisseurs aussi sont concurrents sur leur deal flow. Parfois, les entrepreneurs et les investisseurs ont des relations difficiles quand il s'agit de négocier un pacte d'actionnaires, quand il s'agit de négocier une term sheet, mais il y a beaucoup de moments où quand même l'agenda commun de l'ensemble de cet écosystème est très puissant, et donc on a même un claim qui est que finalement on devrait, donc l'union fait la force, on dit nous entre nous jouons collectif, on essaie de parler d'une seule voix, donc d'être un think tank d'une certaine manière, donc aussi on dirait un lobby d'une certaine manière, c'est-à-dire finalement c'est pas un gros mot, c'est l'idée de faire des affaires publiques, de faire de l'influence et de faire de populariser, disons, la cause des startups. Ça avait commencé un peu violemment avec la fin du mandat, le début du mandat précédent, qui était l'affaire des pigeons. Et l'idée finalement de France Digital, c'était de transformer l'aspect un peu terroriste et violent des pigeons qui étaient proches de l'IRA finalement dans leur démarche sur les réseaux sociaux, en disant on va faire le parti officiel Sinn Féin et qui va négocier avec le gouvernement de faire reconnaître le statut des entrepreneurs, des start-upers qui n'ont aucune définition. Il y a la définition de la JEI. Il y a des définitions qui permettent d'être éligibles au crédit impôt recherche. Enfin, il y a des bribes de définition, mais une start-up, ça n'existe pas en tant que telle. Donc, il n'y avait pas de porte-voix. Les start-up ne se reconnaissaient pas forcément dans le discours du MEDEF ou de la CGPME. Ce sont des PME, mais elles sont en forte croissance. Elles n'ont pas accès au crédit en général, donc elles sont financées par des fonds propres et des augmentations de capital. Et elles ont également au départ, par définition du capital risque, plutôt un business model déficitaire qui se cherche, et puis à un moment donné, elles finissent par être profitables, et quand on est dans la Silicon Valley ou dans d'autres pays, et quelques-unes en France, elles deviennent même les plus grosses entreprises du monde, ce qui est vraiment porteur d'espoir dans cette ère de transformation numérique qui détruit quelques emplois, hélas, du fait de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, mais qui crée aussi beaucoup de nouvelles opportunités. Donc nous, on accentue vraiment notre réflexion sur les opportunités créées, et comment faire émerger
plus de champions, plus de unicorns à partir de la France qui rayonneraient dans le monde entier. Ça, c'est notre mission. Et je vous invite, si ça vous passionne autant que moi, à adhérer à France Digital si ce n'est pas encore le cas. Je fais de la retape, mais c'est important parce que c'est très peu cher d'adhérer à France Digital. On a des partenaires qui nous soutiennent, qui permettent que l'adhésion pour les startups ne soit pas chère, mais qu'on soit nombreux à pouvoir crier dans le même porte-voix et à se faire entendre tout en haut auprès de l'Élysée, de Matignon, de Bercy, des présidents de région qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. On aime bien débattre avec vous et voir qu'est-ce qui peut favoriser les emplois dans les startups. Tu avais réussi à regrouper 1000 startups pour ça, pour Oui. valider le manifeste? On est environ un peu moins de 1000 startups, mais on a l'objectif, la target 1000 startups, c'est notre KPI. On a tous les investisseurs français et quelques étrangers, mais tous les gros VC sont vraiment membres de France Digital et nous soutiennent. C'est pour ça qu'on arrive à être crédible et on émet de plus en plus de documents, on se structure. Il y a certaines personnes qui sont là. On a notre responsable des partenariats qui est là, Thibaut, Kayla qui est la déléguée générale, donc vous pourrez les voir. Et si vous voulez approfondir les discussions et les relations, évidemment pendant cette session aussi, on peut en discuter. En tous les cas, je viens du coup sur le sujet du manifeste. Il y a, à la fin du mandat précédent, on s'était dit, dès 2015, on va hacker la campagne présidentielle parce que finalement, en 2007, en 2012, le digital et le numérique avaient été été un peu passés à l'as et ça nous désolait. Ça avait donné cette histoire de mouvement des pigeons, mais même au-delà de ça, on manquait des opportunités vraisemblablement. Donc on s'est dit, on va hacker la campagne. Il faut que le mot start-up soit dans tous les discours de tous les candidats, de l'extrême gauche à l'extrême droite. La meilleure manière de le faire, c'est d'aller consulter. Parce qu'on est voilà, on a cette philosophie du jouet collectif, donc on va pas être top-down, on va être plutôt bottom-up. Et on a une démarche assez puissante qui a pris du temps, plusieurs mois, et qui consiste en une méthodologie que je vous explique très rapidement. D'une part, on a fait 8 étapes. On a organisé un grand voyage, un tour de France, mais également donc 5 étapes en France, mais également on allait voir les entrepreneurs à Londres, à San Francisco et à New York, et donc dans différentes villes françaises. On a été dans l'Ouest, dans l'Est, dans le Sud-Est, à Marseille, à Paris aussi, à Lille. Et à la fin, de manière bottom-up, on a pu faire remonter un certain nombre d'informations qui, en gros, consistaient à répondre à la question qu'est-ce qui bloque votre croissance aujourd'hui? Quels sont les freins? Est-ce qu'ils sont fiscaux? Est-ce qu'ils sont de l'ordre du droit du travail? Est-ce que c'est la relation avec les grands groupes? Est-ce que c'est la relation avec l'administration? On s'est posé toutes ces questions qui sont importantes parce que finalement, au départ, on se demande toujours pourquoi ça marche mieux dans la Silicon Valley ou est-ce qu'on pourrait répliquer la Silicon Valley? La réponse est non, on ne pourrait pas, pour plein de raisons et qu'on pourrait discuter, mais ça prendrait plus que 20 minutes. Mais en tout cas, l'effet de concentration qu'il y a dans la Silicon Valley est unique au monde. Et il y a beaucoup de théoriciens et d'économistes qui disent que voilà, même New York ou même en Chine, on n'arrive pas à concurrencer la Silicon Valley qui capture vraiment en nombre de levées de fonds et en montant de levées de fonds un pourcentage considérable de l'ensemble de l'économie numérique et de la tech, de l'ensemble des sociétés tech du monde entier. Ceci dit, on peut trouver quand même quelques best practices, quelques-unes des meilleures practices. Et pour les trouver, il s'agit d'identifier les points réglementaires qui aujourd'hui, en France, ne favorisent pas les startups parce que voilà, c'est un pays qui est plutôt colbertiste, qui a plutôt favorisé les grands programmes, donc les TGV, l'aérospatiale, etc., avec beaucoup de succès. Mais il est vrai que maintenant, du fait de l'agilité et de ce que permet le numérique, on a besoin de retrouver une forme de souplesse à l'intérieur de notre façon de vivre, de notre façon de travailler, de notre façon de créer des entreprises et des emplois. Et donc le carcan dans lequel on est, politique, juridique, social, mais également culturel, n'est pas forcément complètement favorable aux startups, par comparaison notamment aux pays anglo-saxons et aux pays scandinaves. Donc on a eu cette démarche. Tu veux dérouler ou on peut voir la slide d'après. Bon, on va s'arrêter une seconde là-dessus, mais en gros, on a identifié après les visites de ces 8 villes. On a eu à peu près, je crois, l'équivalent de 30 heures d'entretien avec des entrepreneurs. On a également eu un partenariat très important avec l'IFOP et Fiducial qui nous a permis de faire des sondages grand public, pas seulement d'interroger les startups de manière consanguine en disant entre nous, on va savoir ce qu'aimeraient bien les entrepreneurs, mais on voulait pas que ça devienne poujadi, c'est-à-dire une revendication juste des entrepreneurs qui disent on paye trop d'impôts, ça c'est trop difficile la vie, etc. Non, on voulait aussi avoir la perception du grand public sur éventuellement les opportunités que peut offrir le numérique. Et est-ce que les startups ont une belle image ou pas une bonne image? Quel est le rapport au patronat? C'était une des grandes questions qui avait été posée par cette histoire des pigeons, de la fiscalité, etc. C'était le rapport aussi à l'argent, le rapport au succès, le rapport à la croissance, à l'international. Et donc, on a rapidement réalisé qu'il y avait quelques grandes peurs associées au numérique, mais que globalement, le grand public est très favorable à la capacité que peuvent avoir les startups de créer des emplois, notamment chez les jeunes générations. Et on est parti, je
j'appelle ça la partie numéro 1, réparer l'ascenseur social en saisissant toutes les opportunités de croissance et en partageant la création de valeur. Ça part d'un constat, un scandale social qui est que finalement aujourd'hui, pour les jeunes de moins de 25 ans, 1 sur 4 ne trouve pas de travail. Alors que dans le monde du numérique, on est... mon coprésident Jean-David, que vous avez pu écouter ce matin, emploie l'expression de chômage négatif, qui veut dire que dans le numérique, on a finalement pas un problème de chômage, mais plutôt un problème de plein emploi. On ne trouve pas les ressources. Et donc un développeur mobile, Android, si vous avez aujourd'hui un fils qui se demande qu'est-ce qu'il devrait faire comme étude, s'il va dans ce type de filière, data scientist, développeur mobile, ou s'il veut travailler dans les questions de big data, etc., et ben à un moment donné, il va trouver du travail en quelques minutes, enfin en quelques heures. Donc on a un problème. Après, la question aussi, c'est que on manque d'emplois dans les startups, mais c'est pas seulement les startups. La conviction importante qu'on veut partager tous ensemble, c'est que la transformation numérique n'est pas une transformation sectorielle, c'est pas l'émergence d'un secteur à côté des autres secteurs, c'est une transformation totale et complète de l'ensemble de la société, donc de notre façon de vivre, de consommer, mais également d'être citoyen, d'être travailleur, etc. Donc ce sont des opportunités d'emploi, évidemment, dans l'ensemble des secteurs de l'économie, y compris le public, aussi bien que le privé, les grands groupes comme les petits groupes, les startups, mais également la transformation numérique des PME plus traditionnelles. Donc on s'est posé la question sur cette transformation numérique d'un point de vue social, et en allant à la page d'après, vous allez voir une petite liste, alors qui est peut-être un peu rébarbatif présenté comme ça, mais derrière il y a beaucoup de travail. Je vais pas vous la lire, je vous invite à la lire, je vais peut-être en isoler une ou deux. En tout, il y a 16 propositions. Il y en a 8 qui sont sur cette partie-là, qui est la partie sociale et impact sur le droit du travail. À l'intérieur de ces recommandations, la démarche qu'on a voulu avoir, c'était de travailler aussi avec des avocats, des spécialistes, que ce soit robuste, que ça puisse résister à la Constitution, que ça puisse résister au portage politique, parce qu'il faut aussi qu'un projet il soit porté politiquement, qu'il soit accepté et voté par des députés, par des sénateurs, etc. Donc, en gros, ça parle d'éducation, ça parle de flexibilité du droit du travail, ça parle de formation professionnelle tout au long de la vie, ça parle également d'actionnariat salarié, c'est-à-dire de partage de la valeur, parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qu'on a beaucoup poussé, qui avait été repris dans la loi Macron également, c'est de dire que la start-up est en train de représenter une nouvelle image du capitalisme, c'est plus le capitalisme patronat salarié à la papa, traditionnel, puisqu'on est moins dans un capitalisme familial, on est dans un capitalisme d'augmentation de capital risque, et donc de partage de la valeur entre des investisseurs, des entrepreneurs, mais également des salariés, qui ont un accès très tôt au capital. D'ailleurs, très souvent, les startups ont besoin de talents qui valent cher, qui ont des diplômes importants ou qui ont des compétences exceptionnelles et qui ne pourraient pas financer par du salaire, uniquement par du salaire en concurrence avec des SS2I ou des grands groupes. Et donc, évidemment, l'aventure entrepreneuriale, le partage sous forme d'actions gratuites ou sous forme de bons de souscription pour créateurs d'entreprises, BSPCE, c'est aussi une façon de faire partager le risque, mais aussi les opportunités à ces talents-là et de rassembler le commando initial, qu'on appelle le commando, c'est la task force, c'est souvent ce qu'on dit d'une start-up, c'est les 10 premiers salariés, c'est eux qui vont orienter la stratégie initiale et probablement définir le succès ou pas de la start-up, bien plus que le business plan ou que tout ce qui est écrit dans les tableaux Excel. C'est vraiment ces quelques personnes-là. Et donc il faut évidemment partager le capital avec ces personnes-là qui acceptent de cet enjeu et cette aventure. Il y a également une réflexion qui est importante, qui sont sur les nouvelles formes de travail. Les nouvelles formes de travail, c'est pas seulement la flexibilité historique du contrat de travail et du CDI, sur lequel on a émis un certain nombre de propositions, et on est en train d'en discuter aujourd'hui avec l'équipe d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est un des grands enjeux de cet été, de sortir des propositions sur le travail. Donc il y a le contrat de travail traditionnel, qui en quelque sorte doit faire preuve de davantage de flexibilité pour s'adapter à l'agilité que réclament les startups, rapidité de croissance, parfois, hélas, des downwind, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un vent mauvais, et quand le vent est mauvais, ce qu'on appelle une phase de pivot, et ben, il faut pouvoir aussi réduire les coûts fixes. Ça ne veut pas dire forcément fermer la société, ça ne veut pas forcément dire qu'on dépose le bilan, ça veut juste dire qu'on doit parfois réduire les coûts fixes pour recréer des emplois. Notre baromètre France Digital qu'on publie chaque année avec EY démontre qu'on fait entre plus 30 et plus 40% de croissance des effectifs à start-up constante sur un panel représentatif chaque année. Si évidemment on crée 30% d'emplois dans le reste de l'économie, ce serait formidable. Les start-up le font, mais la réalité c'est que c'est une moyenne et que certaines de ces start-up
certaines années, pas tout le temps, ont également besoin de réduire leurs effectifs. C'est une réalité économique. Donc il faut qu'on ait cette flexibilité, mais on sait très bien que c'est un contrat social et que quand on réduit, si on veut donner cette flexibilité aux entrepreneurs, il ne faut pas que ce soit juste un blanc-seing pour pouvoir licencier n'importe qui, n'importe quand. Il faut que l'ensemble du contrat social soit revisité. C'est pour ça que ça commence à l'éducation, à la formation, autour du concept notamment d'employabilité. Donc la question de la formation est très importante. On se dit qu'aujourd'hui, on apprend sans doute mieux à l'intérieur de l'entreprise ou au sein d'entreprise, avec des salariés, avec des pairs. Donc il y a ce qu'on appelle le peer-to-peer learning, apprendre avec ses collègues, mais aussi évidemment apprendre à travers les outils comme les MOOC, les didacticiels en ligne. Donc on apprend de plein de façons différentes, et il se trouve qu'une grosse partie du budget formation ne prend pas forcément en compte l'ensemble du temps passé à la formation à l'intérieur des entreprises et des startups sur cette transformation numérique des compétences. Donc on pense qu'il faut révolutionner complètement la formation pour garantir qu'à n'importe quel âge de la vie, on ait appris les compétences pas forcément par les systèmes traditionnels, qui sont, je le dis, on a le droit de le tweeter, mais ce sera relativement une lutte relativement agressive. C'est qu'aujourd'hui, il y a un rapt des organismes paritaires, des syndicats, y compris le MEDEF, la CGT, etc., qui touchent beaucoup d'argent sur la formation. Donc c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. On a très peu très peu de personnel syndiqué. Dans les startups, il n'y en a quasiment pas, 0%. Et vous savez que sinon, il y en a à peine 10% en France. Donc en fait, la réalité, c'est que pour avoir des organismes syndicaux, il faut d'autres moyens de se financer. Donc ils gèrent un certain nombre de la sécurité sociale, la formation. Et la formation fait qu'à un moment donné, comme les syndicats se sucrent au passage, eh ben, ils n'ont pas vraiment intérêt à la réformer complètement. Et du coup, quand on fait le calcul de les entreprises donnent tant, 100 sur une base 100, elles donnent tant aux organismes de formation, combien arrive au final vraiment dans la formation dont va profiter les salariés pour justement développer leur employabilité. Et j'ai plus le chiffre en tête, donc c'est pas un suspense, mais en fait, dans les estimations, c'est autour de 10%. Il y a beaucoup d'argent qui est perdu au passage, qui finance aussi des emplois, des jobs, des profs, etc. Mais la réalité, c'est qu'on pourrait probablement octroyer une partie de ce budget sans je dirais, complètement ubériser les syndicats, mais directement avec une liberté au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, pour qu'elle puisse allouer une partie de son budget à, par exemple, développer des plateformes de formation à l'intérieur même des entreprises ou inter-entreprises sur des métiers qui sont souvent des métiers que les organismes de formation, les écoles ne connaissent même pas, parce que dans un an, il y a des métiers qui apparaîtront et qui n'existaient pas aujourd'hui. Et donc, le métier de community manager, on l'a créé dans les entreprises avant qu'il y ait des formations pour les community managers. Et c'est pareil sur les questions d'intelligence artificielle, etc. Tu parles de start-up, il y a une question juste du public sur pourquoi on ne parle pas de PME et de TPE aussi, parce que finalement ça s'applique à tout le numérique. C'est pas que les start-up finalement, c'est tout ce que tu dis. Oui, alors bon, moi je suis de parti pris parce qu'effectivement je défends les startups qui sont un format de TPE et de PME qui est défini par encore une fois son hypercroissance, une capacité à aller à l'international beaucoup plus vite dans les domaines de l'innovation et de la technologie et avec un financement par du capital risque. Ça, c'est les 4 ou 5, disons, critères de définition. Mais c'est vrai qu'on est à l'intérieur d'un ensemble qui est un peu plus grand, qui est celui des TPE, PME, et encore un peu plus grand après les entreprises de taille intermédiaire. Et puis finalement, on est dans la grande famille des entreprises privées. Donc forcément, on voudrait promouvoir, pousser une idée qui est à l'intérieur de la Constitution et qui s'appelle le droit à l'expérimentation et qui est peut-être assez génial, qui nous permettrait, appliqué au droit du travail, de dire on définit un périmètre des startups qui permettrait peut-être de tester des idées de flexibilité à l'intérieur du droit du travail. Et si elles fonctionnent, elles fonctionneront aussi probablement pour les entreprises de conseil, de plomberie, d'agriculture ou de finance. Mais essayons. Et on a un terreau favorable puisqu'on a du chômage négatif, comme on le disait. On a une forte croissance, on a une énergie assez incroyable et la volonté d'exporter nos produits et nos services à l'international. Donc c'est peut-être le terreau propice en utilisant ce droit à l'expérimentation. Juste une question, parce qu'il nous reste 5 minutes avant qu'on pose des questions de la salle. Comment les politiques ont reçu ça? Parce que l'étape suivante, c'est que tu as reçu les politiques un à un, ils sont tous venus te voir. On a même organisé un énorme événement à Paris. Alors, je vais peut-être vous dire juste les deux grands autres thèmes. Il y avait la transformation sociale, je ne vais pas passer toutes les mesures. Celui d'avant qu'on vient de voir, c'était favoriser le risque. Donc, on avait dit transformation sociale, droit du travail. Celui qui concerne le risque, c'est ce chapitre-là. Je vous laisse les lire, mais en gros, c'est tout ce qui concerne le financement, la fiscalité. L'idée qu'en France, on thésaurise davantage, on met beaucoup d'argent dans les assurances vie, on n'a pas assez de business angel. Donc, il y a un ensemble finalement d'argent dormant ou mal orienté, mal fléché, qui pourrait bénéficier davantage à la création d'emplois, à la création d'entreprises et aux startups en particulier. Donc ça, c'est le deuxième grand morceau qui est très important et c'est celui sur lequel France Digital a le plus de légitimité parce qu'on a cette expertise de la fiscalité depuis 4 ou 5 ans et la fiscalité en France, c'est compliqué, c'est un véritable labyrinthe. Et la troisième partie, en allant à la slide d'après, vous allez voir, enfin, en gros, c'est repenser l'État.
transformer, finalement passer d'un État de type contrôle. Vous savez, on a l'inspection des finances, l'inspection fiscale, l'inspection du travail, l'inspection de, en gros, l'inspection de l'hygiène alimentaire, de la concurrence. Donc l'État est contrôleur, et c'est le contrôle fric, comme on dirait en anglais. On pense qu'on pourrait passer à un État de type plateforme, un État conseil, un État qui donnerait aussi en amont un certain nombre d'informations, de conseils, de relations de bienveillance avec les entrepreneurs, mais aussi avec les salariés. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut transformer, peut-être acculturer les élites. On en reparlera volontiers avec vous également. Selon votre intérêt pour le numérique, on aimerait créer une académie. Ça pourrait être la France Digital Academy, dans lequel on embarquerait un certain nombre de sénateurs, de députés, d'élus régionaux et locaux, et on vous ferait une learning expedition dans les startups. Pas seulement des stages, mais également on va mieux comprendre les enjeux du cloud computing, les enjeux du big data, les enjeux de la privacy. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la Silicon Valley? Qu'est-ce que c'est que le financement du point de vue d'un VC ou d'un business angel? Qu'est-ce que c'est que la vie et l'organisation lean et agile à l'intérieur d'une startup? Et tout ça, je pense que plus nos élus, nos hauts fonctionnaires seront, je dirais, acculturés, c'est-à-dire accoutumés à ces façons et à ces pratiques, plus ils seront armés également pour discuter avec des Américains, des congressmen qui sont nos alliés, mais aussi nos ennemis dans la guerre économique. Et quand on traite quand on négocie des traités transatlantiques, il faut qu'on ait des hommes politiques et des responsables politiques qui sont nos représentants, auxquels on donne un mandat, qui soient aussi forts dans la négociation que ce que sont les Américains. On considère qu'on est en retard pour l'instant. Donc, voilà, c'était 3 grands thèmes: droit social, prise de risque et fiscalité, transformation de l'État. Et à partir de là, on a écrit ce manifeste, 16 propositions. Il y a un petit livret, il est en ligne, il est téléchargeable en PDF. Mais surtout, on a organisé un événement, tous les candidats sont venus, ou le représentant du numérique, et on a pu faire réagir chacun et faire rentrer le numérique dans l'agenda, dans les campagnes, et puis finalement dans le programme. Il est très présent dans le programme Macron. Mais c'est que le début, évidemment, c'est le début d'un mandat. Donc ce que je vous invite à faire, quand je disais sous forme de boutade, adhérer à France Digital, c'est pas cher, c'est la partie promotionnelle. C'est aussi parce que plus on sera nombreux maintenant, plus on pèsera dans le débat public, plus on pourra jouer, parce que le début du mandat, c'est un moment très important, on le sait. C'est pas à la fin du mandat que ça joue. Et là, à mi-mandat, avec le fonctionnement de la Ve République, les ministres se découragent un peu ou pensent que leurs projets peut-être ne verront pas le jour. Mais en revanche, la première moitié du mandat, et notamment les premiers mois, sont fondamentaux. C'est aussi parce qu'il y a un momentum après les élections législatives et que c'est le moment de faire passer des idées. Donc voilà, à votre disposition pour en parler, discuter, soit maintenant, soit au café. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Et puis après, on passera la main, Monsieur le Président de la région. Et puis du coup, comme ça, on pourra échanger en direct. Vous pourrez vous interpeller réciproquement. Question? Non? Bon, on enchaîne. Merci beaucoup, Olivier. Merci de m'avoir reçu.